À la fin de l'année 2022, le télescope spatial James Webb a verrouillé ses miroirs sur la plus grande lune de Saturne. Et l'image qui est arrivée à Baltimore a plongé une salle entière de scientifiques dans un silence complet. La NASA a qualifié le résultat de saisissant. Les gens qui ont réellement analysé les données, eux, n'ont pas utilisé ce mot. Parce que ce que Webb avait capturé n'était pas un portrait, c'était une contradiction. Des nuages brillants installés à une latitude qui ne correspondait pas à la saison. Des couches de brume plus épaisses et plus hautes que ce que tous les modèles hérités de la mission Cassini avaient prédit. Un signal de méthane plus chaud et plus intense que ce que tous les documents de planification supposaient. Et la toute première détection d'un fragment moléculaire qui n'avait aucune raison d'être aussi facile à observer. Où que vous soyez en train de regarder cette vidéo ce soir, posez-vous une question honnête. Quelle part de ce que vous croyez savoir sur Titan provient réellement de données? Et quelle part provient des magnifiques clichés que la NASA a choisi de diffuser au public? Parce que les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Preuve. Je suis passionné par l'astronomie, par les mystères de l'univers et par les grandes questions qui fascinent l'humanité depuis des millénaires. Depuis toujours, nous levons les yeux vers le ciel en nous demandant « Sommes-nous seuls dans l'univers? Comment les étoiles naissent-elles? Que se cache-t-il au-delà des galaxies? Et jusqu'où l'humanité pourra-t-elle aller ?» C'est justement pour répondre à ces questions et vous faire découvrir les merveilles du cosmos que je suis fier de vous présenter mon livre « Vers l'infini », un ouvrage conçu pour vous emmener dans un voyage extraordinaire à travers l'espace et le temps. Vous y découvrirez la naissance de l'univers, les galaxies et les nébuleuses, les trous noirs, la vie et la mort des étoiles, la possibilité d'une vie ailleurs et bien plus encore. Le lien pour télécharger votre exemplaire se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Mais revenons maintenant à Titan, parce que ce que Webb vient d'y révéler est en train de bouleverser silencieusement toute notre compréhension de ce monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que Webb a réellement enregistré, ce que cela implique concrètement, et pourquoi les scientifiques qui comprennent le mieux ces données sont devenus beaucoup plus discrets en public qu'ils ne l'étaient il y a 3 ans. Voici l'idée centrale, formulée directement. Webb n'a pas simplement photographié Titan. Il a surpris cette lune en train de se comporter d'une manière que les modèles n'avaient absolument pas prédite. Et ces anomalies ne sont pas décoratives. Elles sont structurelles. Elles touchent à la chimie, au climat, et à chaque plan de mission actuellement sur les rails, y compris une mission d'une valeur de 3,35 milliards de dollars qui est déjà en phase de fabrication et qui ne peut plus être redessinée. 3 signaux se sont empilés très rapidement. Des nuages tropospiques de latitude moyenne sont apparus au-dessus de la mer de Kraken en novembre 2022, dérivant à des endroits où les modèles saisonniers affirmaient qu'aucun nuage ne devrait se trouver. La brume stratosphérique s'est révélée plus rouge et plus élevée que le point de référence hérité de Cassini. Et Webb a détecté le radical méthyle, ce fameux CH3, pour la toute première fois. C'est une empreinte digitale d'une photochimie active fonctionnant à des vitesses que les modèles standards n'avaient jamais anticipées. Un seul de ces éléments pris isolément serait déjà intéressant. Les 3 réunis sur la même cible au cours d'une seule campagne d'observation, cela constitue un motif. Et les motifs de ce genre ne restent pas académiques. Ils réécrivent les modèles atmosphériques. Or, les modèles atmosphériques nourrissent la conception des missions. Et chaque conception de mission, y compris Dragonfly, le rotocoptère à propulsion nucléaire que la NASA est en train de construire en ce moment même, a été dimensionnée par rapport à un Titan que Webb est discrètement en train de réécrire en temps réel. Ce que Webb a vu n'est pas le problème. Ce que Webb a vu implique, voilà le vrai problème. Pendant 20 ans, l'image publique de Titan a été construite par une seule mission et une seule sonde. Cassini est arrivé dans le système de Saturne en 2004. L'atterrisseur Huygens est descendu à travers l'atmosphère de Titan en janvier 2005 et a transmis depuis la surface pendant environ 2 heures avant que ses batteries ne s'épuisent. Cassini elle-même a continué à survoler Titan jusqu'en 2017, moment où elle a été précipitée dans Saturne pour protéger la Lune de toute contamination. 13 années de données, des centaines de passages rapprochés, un unique atterrissage qui a duré moins qu'un long métrage. Voilà l'intégralité du socle sur lequel repose tout ce que vous croyez savoir sur Titan. C'est un socle magnifique. Ce n'est pas un socle complet. Le récit qui a émergé, celui des lacs de méthane, de la pluie de méthane, d'une possible chimie prébiotique, d'un lieu où la vie pourrait de manière plausible commencer à émerger,
Ce récit n'était pas faux. Il était partiel. Cassini n'a vu clairement que des fractions d'un seul hémisphère, sur environ un tiers d'une année titanienne, aux longueurs d'onde pour lesquelles ces instruments avaient été conçus. Ses caméras devaient percer la brume orangée permanente. Son radar n'a cartographié que les bandes qu'elle a survolées. Le reste, c'était de l'extrapolation. Une extrapolation soignée, professionnelle, publiable, mais de l'extrapolation tout de même. Et Cassini elle-même avait signalé des anomalies. Vers la fin de la mission, son radar avait capturé des caractéristiques dans la mer de l'Igéa que les scientifiques ont surnommées les îles magiques. Des taches lumineuses qui apparaissaient, disparaissaient, puis réapparaissaient dans des configurations différentes. Personne n'a jamais entièrement expliqué le phénomène. Des vagues, des bulles d'azote sortant de la solution, des solides flottants. Chacune de ces explications est plausible. Aucune n'est confirmée. Les observations saisonnières des nuages ont dérivé de ce que les modèles prédisaient. La haute atmosphère a réagi à l'activité solaire d'une manière sur laquelle les théoriciens débattaient encore quand la mission s'est terminée. Laissez cette pensée s'installer un moment. La mission qui nous a donné le titan de l'imaginaire public nous a aussi fourni les premières preuves que notre compréhension était bien plus mince que ce que les belles images laissaient croire. Ces fissures étaient déjà là, elles n'apparaissaient simplement pas dans les communiqués de presse. Puis Cassini a brûlé. Pendant 5 ans, Titan a été étudié presque entièrement par des télescopes terrestres et par des données archivées. Les modèles se sont figés. Le travail de conception de Dragonfly a avancé sur cette image figée. Puis, Webb s'est tourné vers Saturne. Un instrument différent, un point de vue différent, des questions différentes auxquelles répondre. Et l'histoire qu'il raconte n'est pas la suite que quelqu'un avait écrite. C'est plutôt une correction, silencieuse, technique, dévastatrice à sa manière lente. L'atmosphère de Titan est composée d'environ 95% d'azote, d'environ 5% de méthane, avec des traces d'hydrocarbures produits par le rayonnement solaire qui brisent ces molécules plus simples. La pression au sol est d'environ 1,45 fois celle de la Terre, ce qui signifie que si vous vous teniez debout sur Titan sans combinaison, la pression atmosphérique donnerait la sensation d'être à environ 4 mètres sous l'eau. La température moyenne à la surface est de 94 Kelvin, soit environ moins 179 degrés Celsius. Traduisez maintenant cela concrètement. Titan est le seul autre monde connu où un liquide tombe du ciel, s'accumule au sol, puis s'évapore de nouveau en nuages. Il y a bel et bien un cycle hydrologique là-bas. Il n'est simplement pas fait d'eau. Il est fait de méthane et d'éthane, les mêmes molécules que nous brûlons dans les fusées et les cuisinières. Dès la pluie, des rivières, des mers faites de carburant pour fusées, sous un ciel orange, dans un froid qui vous tuerait en quelques minutes. En vous tenant debout à la surface, vous n'auriez pas besoin d'une combinaison pressurisée pour éviter d'exploser comme dans le vide spatial. Vous en auriez besoin pour éviter de vous congeler solide, tout en respirant ce qui est essentiellement une météorologie au gaz naturel. Vous suffoqueriez lentement dans une météo qu'aucun ingénieur n'a jamais entièrement conçue pour être affrontée. Voilà la ligne de base. Voilà la version amicale et bien comprise. La contribution de Webb a été de regarder cette ligne de base avec des instruments, NIRCam et plus tard MIRI, capables de mesurer des molécules spécifiques et des profils de température que Cassini ne pouvait pas atteindre. Ce que Webb a trouvé en novembre 2022, puis à nouveau en juillet 2023, était, en langage scientifique poli, cohérent avec une activité météorologique troposphérique. En langage clair, le ciel était en train de faire des choses que les modèles n'avaient pas prévues au programme. Voici la partie qui devrait vraiment vous préoccuper. Le méthane dans l'atmosphère de Titan n'est pas stable. Même la faible lumière solaire que Titan reçoit, environ 1% de celle de la Terre, brise les molécules de méthane. Sur des échelles de temps d'environ 30 millions d'années, ce processus aurait dû détruire tout le méthane atmosphérique de Titan. Il ne devrait plus en rester du tout. Or, il en reste environ 5% de l'atmosphère, de manière stable, ce qui signifie que quelque chose est en train de le réapprovisionner. Et personne n'a confirmé quoi. Les candidats, le cryovolcanisme, un dégazage lent, un océan de méthane souterrain, sont tous inconfortables. Chacun implique que Titan est géologiquement plus actif que ce que nous avons directement observé. Chacun implique que la surface que nous voyons n'est qu'une fine peau posée sur des processus que nous ne comprenons pas encore. Les données de Webb ont restreint la gamme des possibles et poussé les réponses plausibles vers l'extrémité la plus active du spectre.
Le mystère s'est approfondi. Il n'a pas été résolu. La détection du radical méthyle en 2023 a constitué une première scientifique. La NASA l'a décrite comme une étape importante. Cette description est techniquement exacte et profondément incomplète. Le CH3 est un fragment. C'est ce que vous obtenez quand la lumière solaire brise une molécule de méthane et détache un atome d'hydrogène. Il est extrêmement éphémère, chimiquement affamé et presque jamais observé directement. Il n'existe que le temps d'une fraction de seconde entre le moment où il est créé et celui où il réagit avec autre chose. Le détecter dans l'atmosphère de Titan signifie que Webb a saisi la photochimie en cours, pas les produits finaux, mais la réaction active elle-même. La lecture polie dit que cela confirme que la chaîne photochimique fonctionne comme prévu. La lecture plus dure dit que cet intermédiaire est apparu à des abondances et à des altitudes que les modèles standards n'avaient pas clairement prédites, ce qui signifie que toute la machine chimique fonctionne à des vitesses qui obligent ces modèles à être révisés. Cela peut sembler un détail technique, ce n'en est pas un. La brume de Titan est produite par cette photochimie. La lumière solaire brise le méthane. Les fragments se recombinent. Les molécules se condensent en particules d'aérosol. Ces particules forment les couches que Webb a imagées. Si la chimie fonctionne plus vite que ce que les modèles disent, alors la brume s'épaissit. La surface devient plus difficile à voir depuis l'orbite, et chaque instrument optique dans le plan de mission perd en performance plus rapidement que ce que les planificateurs avaient budgétisé. C'est ici que cela cesse d'être académique. La suite d'instruments de Dragonfly comprend des caméras. Sa navigation dépend de caméras. Sa capacité à sélectionner des sites d'atterrissage dépend de sa capacité à voir à travers l'atmosphère. Chacune de ces capacités a été budgétisée par rapport à une densité de brume dérivée des modèles hérités de Cassini. Si Webb suggère que la brume est plus épaisse que ce qui avait été supposé, alors toute l'enveloppe de performance optique doit être révisée avant le gel de la conception. Un gel de conception qui se déroule en ce moment même, avant le lancement de 2028, pas dans une décennie. Les modèles de Cassini ont été révisés à plusieurs reprises pendant et après sa mission. Chaque révision a rendu Titan plus complexe. Webb continue le motif. Quand une cible produit systématiquement des surprises à travers des générations successives d'instruments, la bonne inférence scientifique n'est pas « nous y sommes presque ». C'est que le phénomène est plus complexe que ce que les modèles peuvent capturer. Et quand le phénomène en question est la chimie atmosphérique d'une lune à travers laquelle nous nous apprêtons à faire voler un aéronef, cette complexité n'est plus juste un article scientifique. C'est un risque. Il existe un raccourci mental que presque tout le monde utilise en pensant à Titan. Une Terre avec une chimie différente. Une Terre froide, une Terre étrange. Ce raccourci brise la physique. L'année sur Titan dure 29 années et demie terrestres. Une seule saison dure environ 7 années et demie terrestres. Un été sur Titan n'est pas une simple période chaude de quelques mois. C'est près d'une décennie d'une configuration lentement changeante de l'ensoleillement. La gravité y représente environ 14% de celle de la Terre, soit à peu près 1/7. La lumière solaire à la surface représente environ 1% de celle que la Terre reçoit. Même à midi sur Titan, vous seriez debout dans ce que vos yeux enregistreraient comme un profond crépuscule. Vous ne pourriez pas lire un livre à la lumière ambiante sans assistance. Maintenant, combinez ces chiffres. Une pression atmosphérique 45% plus élevée que celle de la Terre. Une gravité d'1/7. Une lumière solaire à 1%. Cette combinaison n'est pas une variante de la météo terrestre. C'est un régime catégoriquement différent. Une goutte de pluie de méthane sur Titan est plus grosse que n'importe quelle goutte de pluie d'eau sur Terre, à peu près de la taille d'un petit raisin. Elle tombe plus lentement, dans une dérive douce. Elle atterrit plus mollement. C'est magnifique sur les fiches techniques. C'est aussi un cycle de pluie qui fonctionne sur des horloges d'une décennie, sous un soleil qui se qualifie à peine comme de la lumière du jour. Dans cette atmosphère, des vents à l'échelle terrestre accomplissent des choses que des vents à l'échelle terrestre ne pourraient jamais accomplir chez nous. Parce que l'air est plus dense, une brise modeste transporte bien plus d'élan que la même vitesse sur Terre. Le vent façonne d'immenses champs de dunes. Cassini les a photographiés sur une fraction substantielle des régions équatoriales de Titan, obéissant à des règles qu'aucun ingénieur terrestre n'a jamais conçues. Les dunes s'étirent sur des centaines de kilomètres. Elles sont faites de grains d'hydrocarbures qui ne se comportent en rien comme le sable terrestre, et les vents qui les ont construites sont des vents que personne n'a jamais fait traverser à une machine.
l'intuition d'une Terre à échelle légèrement différente tue des missions. La sonde Mars Climate Orbiter s'est désintégrée en 1999 parce qu'une équipe utilisait le système métrique et l'autre le système impérial. Ce n'était pas un problème martien, c'était un problème de mise à l'échelle des hypothèses. Titan invite à la même classe d'erreur, à une distance solaire lointaine, avec beaucoup moins de marge pour se rétablir. L'idée n'est pas que Titan est semblable à la Terre. L'idée est que les gens continuent de dire qu'il l'est, puis conçoivent sur cette hypothèse, puis se retrouvent surpris. Chimie similaire, règles différentes. Ajoutez maintenant un vaisseau spatial dans le tableau. Ajoutez un rotor. Ajoutez un humain. Titan est souvent qualifié de la lune la plus habitable du système solaire externe. Relisez cette phrase. La plus habitable n'est pas habitable. C'est un comparatif par rapport à des endroits comme la glace d'Europe, la coquille gelée d'Encelade et le bain de radiation de Io. Être le membre le moins hostile de ce groupe n'est pas un compliment. C'est une technicalité. Moins 179 degrés Celsius, ce n'est pas simplement très froid. C'est un froid où les matériaux cessent de se comporter comme les ingénieurs le supposent. L'acier devient cassant comme du verre. Les batteries au lithium standard cessent de fonctionner. Les joints en caoutchouc perdent leur élasticité. Les lubrifiants se durcissent en cire. Tout ce sur quoi vous compteriez pour maintenir en vie un vaisseau spatial ou un humain doit être réingénié contre un environnement thermique qui essaie physiquement de figer la mission entière dans la glace. Toute brèche n'est pas une urgence, c'est une condamnation. Elle donne des minutes, pas des heures. L'atmosphère n'est pas toxique comme celle de Vénus, mais elle n'est pas respirable. Un humain debout sur Titan sans combinaison ne se dépressuriserait pas. Il suffoquerait lentement dans l'air tout en gelant. Un type spécifique de mort contre lequel l'ingénierie doit être conçue, non pas la catastrophe rapide du vide, mais une catastrophe plus lente qui ne donne aucun avertissement et aucune inversion facile. Puis vient l'isolement. Titan se trouve entre 1,2 et 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Les signaux radio voyagent à la vitesse de la lumière. De Titan à la Terre, cela représente entre 68 et 84 minutes dans un seul sens. Une conversation aller-retour prend près de 3 heures. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un appel de détresse atteint la maison dans le temps qu'il faut pour regarder un long métrage. Toute décision qui doit être prise en moins de 3 heures doit être prise seule. Toute réparation effectuée seule. Toute urgence médicale gérée seule. Si quelqu'un meurt, nous l'apprenons après qu'il est déjà parti. Les astronautes d'Apollo étaient à 1,3 secondes-lumière de Houston. L'équipage actuel de la Station spatiale internationale est à quelques millisecondes. Un équipage sur Titan serait à 84 minutes. Ce n'est pas une version plus longue d'Apollo. C'est une catégorie d'exposition entièrement différente. C'est de l'isolement avec un écusson de mission. Et c'est la Lune vers laquelle nous envoyons ensuite un rotocoptère à propulsion nucléaire. Dragonfly est réel. Ce n'est pas une simple étude de concept. C'est une mission de la NASA financée, en fabrication, dont le lancement est prévu pour juillet 2028, l'arrivée sur Titan planifiée pour 2034, et un coût projeté d'environ 3,35 milliards de dollars. Ce chiffre a augmenté par rapport aux estimations antérieures, proche d'1 milliard. La mission est construite au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins. C'est un octocoptère, 8 rotors alimentés par un générateur thermoélectrique à radioisotope multimission, un MRTG, la même source d'alimentation nucléaire utilisée sur les rovers Curiosity et Perseverance. Titan ne reçoit pas assez de lumière solaire pour un aéronef solaire. Le MRTG n'est pas un choix. C'est une nécessité. Dragonfly volera. Voilà la capacité phare, et elle est remarquable. Des vols courts de plusieurs kilomètres, sautant d'un site à l'autre, caractérisant la chimie de surface au niveau du cratère d'impact Selk, où de l'eau liquide passée pourrait avoir interagi avec de la matière organique. C'est l'un des profils de mission les plus ambitieux que la NASA ait jamais tenté. Chaque heure de ce plan de vol a été optimisée par rapport à des modèles atmosphériques hérités de Cassini, des champs de vent, des profils de température, des densités de brume, tous dérivés de Cassini et de la modélisation post-Cassini. Les révisions de Webb, une brume plus épaisse, une chimie plus active, une météorologie troposphérique, là où elle n'était pas prédite, arrivent pendant la phase finale de construction de la mission, quand des changements majeurs de conception sont essentiellement impossibles. Considérez maintenant ce que Dragonfly n'est pas. Ce n'est pas Ingenuity.
Ingenuity a volé dans l'atmosphère mince de Mars, à moins de 1% de la densité terrestre, avec un suivi quasi en temps réel. Dragonfly vole dans l'atmosphère épaisse de Titan, sous une gravité de 14%, dans un crépuscule perpétuel, avec un délai de communication à sens unique de 84 minutes, dans des modèles météorologiques que nous soupçonnons désormais être dépassés. Chaque vol est autonome, non pas parce que les ingénieurs le préfèrent, mais parce qu'un joystick depuis la Terre est physiquement impossible à cette distance. Les missions vers Titan sont rares. Les missions vers Titan prennent entre 6 et 7 ans juste pour y arriver. Tout échec à destination n'est pas corrigible à l'intérieur d'une carrière. Il n'y aura pas de Dragonfly 2 dans les années 2040. Si celui-ci perd un rotor à la mauvaise altitude, tout le programme d'exploration de la surface de Titan s'arrête pour une génération entière. Le cadrage public décrit cela comme une mission révolutionnaire. C'est vrai, c'est incomplet. Ce qu'il ne met pas en évidence, c'est que les hypothèses de cette mission sont éditées par Webb en temps réel, durant une phase où ces hypothèses ne peuvent plus être structurellement révisées. C'est la mission qui est présentée comme sûre, mais qui l'est peut-être moins qu'annoncée. Lisez un communiqué de presse de la NASA sur les observations de Titan par Webb, puis lisez l'article scientifique sous-jacent, puis comparez-les. Le communiqué de presse utilise des mots comme « vue sans précédent »,« imagerie saisissante », confirme l'activité atmosphérique. Tout cela est vrai, tout cela est soigneusement calibré. Chaque mot d'un communiqué public de la NASA passe par une revue de la communication, de la science et du programme avant d'atteindre le public. Rien dans ces communiqués n'est accidentel. L'article scientifique, lui, décrit la détection de nuages de méthane à des latitudes et altitudes spécifiques. Il note des écarts par rapport au comportement saisonnier attendu. Il discute de la détection du radical méthyle et de ses implications pour la modélisation photochimique. Il énumère les manières dont les observations s'accordent avec les modèles antérieurs et les manières dont elles ne s'accordent pas, généralement dans un langage plus technique, enterré dans la section des résultats. Les deux documents sont honnêtes. Aucun n'est complet. Le communiqué de presse est écrit pour un cycle budgétaire du Congrès. L'article est écrit pour des relecteurs qui comprennent déjà les mises en garde. L'écart entre les deux n'est pas un mensonge. C'est une prudence institutionnelle. Les agences survivent grâce à des récits stables. La NASA défend le budget de Dragonfly à travers une période de pression budgétaire fédérale et de priorités concurrentes. Toute déclaration publique soulignant que les données de Webb sont en train de réviser nos modèles atmosphériques de Titan d'une manière qui pourrait affecter les hypothèses de conception de Dragonfly atterrirait dans une audition du Congrès en moins d'une semaine. Alors, le communiqué dit « vue sans précédent ». Il ne dit pas « nos modèles se sont trompés de la manière spécifique suivante ». Ce n'est pas un complot, ce n'est pas de la corruption. C'est le frottement ordinaire entre la science, qui est lente et itérative, et la politique, qui a besoin d'histoires claires pour continuer à faire couler les financements. Chaque monde que nous avons visité avec un nouvel instrument nous a surpris. On pensait qu'Europe avait une coquille de glace relativement mince. Des données plus récentes suggèrent qu'elle est plus épaisse et plus géologiquement active. On s'attendait à ce qu'Encelade soit calme. God has given you one face, and you make yourself another. Cassini l'a surprise en train d'expulser d'énormes panaches de vapeur d'eau depuis un océan souterrain que personne n'avait fermement prédit. On supposait que Pluton était un vieux monde criblé de cratères et morts. La sonde New Horizons en 2015 y a trouvé des surfaces jeunes et une géologie possiblement en cours sur un corps qui aurait dû être figé dans la glace depuis des milliards d'années. On savait que Io était volcanique. Chaque mission a révisé cette estimation à la hausse. Chacun de ces mondes était bien compris jusqu'à ce que nous regardions de plus près. Chacun d'entre eux. Pas la plupart. Chacun. Titan n'est pas une exception au motif. Titan est le motif. La confiance que nous exprimons dans les classements d'habitabilité, dans les conceptions de mission, dans les analogies exoplanétaires, est construite sur des modèles qui échouent chaque fois qu'un meilleur instrument arrive. Ce n'est pas une critique des modélisateurs. C'est une description du système solaire externe, plus actif, plus hétérogène et plus surprenant que ce que les modèles continuent de prédire. Élargissez maintenant. Chaque monde de type terrestre dans un spectre atmosphérique du JUICE, chaque exoplanète dont l'atmosphère est actuellement échantillonnée par Webb, est interprété par la même classe de modèles que Titan vient d'embarrasser. Si nous ne pouvons pas modéliser proprement une lune que nous avons visitée, autour de laquelle nous avons orbité pendant 13 ans, sur laquelle nous avons atterri,
et que nous observons désormais avec Webb, alors notre confiance dans l'interprétation d'une planète que nous n'avons vue que comme une fraction de pixels repose sur une part de travail non méritée. Les corrections ont tendance à aller dans une seule direction. Les corps s'avèrent plus actifs que prédit, les atmosphères plus chimiquement complexes, les intérieurs plus dynamiques. Ce biais directionnel est un signal. Il suggère que nos modèles sous-estiment systématiquement l'activité de ces mondes, probablement parce qu'ils ont été calibrés sur la Terre et la Lune, puis généralisés vers l'extérieur avec des hypothèses qui ne tiennent pas dans d'autres environnements. Nous continuons d'annoncer notre compréhension, et l'univers continue d'émettre des corrections. Ce qui signifie que la vraie question soulevée par Webb à propos de Titan ne concerne pas du tout Titan. Elle concerne la quantité de notre soi-disant compréhension de tous les endroits où nous ne sommes pas allés, qui reposent sur des modèles qui continuent à se tromper dans la même direction. Laissez-moi consolider ce que les observations de Titan par Webb signifient réellement. La chimie fonctionne plus vite que ce que les modèles prédisaient. L'atmosphère est plus active que ce que suggérait la prévision saisonnière. La source du méthane reste inexpliquée. La brume est optiquement plus épaisse que la ligne de base. Le gel de conception de Dragonfly court après les révisions de données entrantes. Le message institutionnel est systématiquement plus doux que la science sous-jacente. Et le motif des surprises, à chaque corps externe que nous avons visité, ne ralentit pas. Chacun de ces éléments, pris isolément, est un développement scientifique normal. Tous arrivant ensemble sur la même cible constitue un avertissement. Pas fabriqué, pas complot. Un véritable avertissement mesuré, intégré dans les articles, adouci dans les communiqués de presse, et largement invisible dans la perception publique d'une lune que la plupart des gens croient déjà comprendre. L'image de Webb qui a ouvert cette vidéo reste magnifique. Elle est aussi, lue avec attention, une accusation contre le degré de confiance que nous avions le jour précédant son arrivée. C'est exactement ainsi que la science est censée fonctionner. Meilleur instrument, meilleures données, modèle révisé, humilité plus aiguisée. Ce qui n'est pas censé se produire, c'est que le public arrive à cette humilité révisée 3 ans plus tard que les spécialistes. Laissez-moi être précis sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que Dragonfly devrait être annulée. Elle ne devrait pas l'être. C'est l'une des missions scientifiquement les plus précieuses que la NASA ait jamais financées. Je ne dis pas que Webb avait tort de regarder. Je ne dis pas que les scientifiques sont malhonnêtes ou que les ingénieurs sont incompétents. Ils font tous un travail extraordinaire dans des contraintes réelles. Ce que je dis, c'est que la réalité physique de Titan est plus dure, plus étrange et moins finie que ce que le cadrage public confortable ne le laisse entendre. Et cet écart ne se referme pas par des communiqués de presse. Il se referme lentement, par des articles que la plupart des gens ne liront jamais. L'espoir étroit est celui-ci. Les instruments rattrapent enfin les questions. Webb fait ce qu'aucune observation précédente n'a pu faire. Dragonfly, quand elle volera, produira des données de vérité terrain que rien d'autre ne peut fournir. Europa Clipper est en route. Les concepts de mission vers Encelade avancent. Le système solaire externe est étudié plus sérieusement en ce moment qu'à aucun autre moment de l'histoire humaine. Rattraper vaut quelque chose. Cela vaut beaucoup. Mais rattraper n'est pas la même chose que savoir. Quand Dragonfly atteindra Titan en 2034, elle ne trouvera pas la Lune que nous avons décrite dans les communiqués de presse de ces dernières années. Elle trouvera la Lune que Webb nous a discrètement montrée. Un radical méthyle, un nuage anormal, une couche de brume plus épaisse à la fois. Que la mission survive à la rencontre avec cette Lune dépend de la façon dont nous écoutons honnêtement ce que Webb nous dit en ce moment, dans les années où la conception peut encore être comprise à la lumière des nouvelles données, même si elle ne peut plus être entièrement modifiée. Webb a vu Titan pour la première fois. Ce qu'il a vraiment vu, c'est à quel point nous avions été en train de deviner. Et c'est la phrase que la NASA n'imprimera jamais sur une affiche. Si cette vidéo vous a autant fait réfléchir que moi en la préparant, faites-moi plaisir. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette tension entre la science et la communication publique. Je lis tous vos messages. Et n'oubliez pas, si vous voulez continuer ce voyage à travers les plus grands mystères du cosmos, téléchargez votre exemplaire de « Vers l'infini » en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous. Ouvrez ce livre et préparez-vous à regarder le ciel autrement. Parce que l'univers est immense, ses mystères sont innombrables.